Bon, alors merci beaucoup, Jean-François Royal. Alors, je pense que le tour de table, on peut parler maintenant d'échange. La table est mise, si je puis dire. Alors, écoutez, j'inviterai nos trois panélistes à l'avant à s'asseoir devant vous et d'ouvrir donc cette période d'échange, de discussion. Monsieur Noppen, Monsieur Filion et Monsieur Royal. Voilà. Alors, je ne sais pas si, d'entrée de jeu, il y a des éléments que vous auriez voulu soulever d'une présentation d'un de vos collègues. Alors, vous avez des micros sur la petite table, vous pouvez vous les échanger. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des éléments, d'abord, juste pour lancer la discussion, sur lesquels vous voudriez réagir d'une intervention que vous avez entendue tout à l'heure, d'un autre de vos collègues? Oui, bon, ben écoutez, on peut tout de suite lancer les questions de la salle. On a 2 micros, là, de part et d'autre. Il y a Valérie qui est ici, qui peut aller chercher vos questions si vous voulez. Levez la main, présentez-vous, s'il vous plaît, et on vous écoute. Bonjour. Mélanie Pinard de la ville de Victoriaville. Alors, moi, j'aurais une question à M. Noppen en ouverture. Alors, ce serait, est-ce que vos travaux sont publiés et disponibles? On aimerait tous vous avoir dans notre communauté, là, comme vous faites à Valleyfield. Oui, oui, on publie régulièrement, on fait des séminaires, des colloques. Maintenant, pour le plan Église, là, on prépare ça par fascicule. Par exemple, là, on travaille sur les potentiels de financement. Donc, on ne garde pas ça pour nous, mais évidemment, dans le plan Église, on commence d'abord à le faire avec les gens du milieu. Dans notre secteur, on le teste et après ça, on publie des choses. On fait des séminaires régionaux. Donc là, on en fait un le 1er avril. Tous les gens qui veulent venir sont bienvenus. On fait ce grand colloque à l'international aussi. On va chercher des choses. Donc, on est... mais il faut savoir qu'on n'est pas... on n'a pas la grosse équipe du Conseil du patrimoine religieux. Là, je veux dire, on est 5-6 et on est requis beaucoup par l'action locale, là, je veux dire, travailler avec les municipalités, etc. On a beaucoup de demandes d'autres diocèses, ça, mais notre idée, c'est qu'on fait un projet pilote pour expérimenter tout ça, puis voir où ça peut aller, et donc en espérant que ça va susciter des vocations ailleurs, et même que nos diplômés, disons, iront... ils viennent d'autres régions, ils viennent d'ailleurs... évidemment, moi, ce que j'ai dit depuis les années 80, c'est que ça ne va pas bien, puis il faut s'activer, mais tout le monde m'a dit c'est le professeur le plus pessimiste. Puis, bon, alors aujourd'hui, ce que je disais en 84, ça a l'air extrêmement optimiste devant la situation qu'on vit, là. Mais je pense que ça prend du temps à convaincre. Ce qui me désole, c'est qu'il n'y a pas d'université qui s'excite beaucoup, là. Tu sais, il y avait Tania Martin un petit peu à Laval, mais bon, sa chaire a expiré, je pense. Donc, je ne sais pas quels sont ses plans d'action, mais à l'UDM, de temps en temps, il y a des profs. Donc, toutes les universités pourraient m'être mis à contribution. Là, on a développé un partenariat avec Rimouski, parce que dans notre grand projet, il y a un projet, l'indice cathédrale. On a beaucoup de problèmes, beaucoup de demandes des diocèses pour les cathédrales. Et c'est un problème national, ça, je veux dire, c'est des bâtiments qui... Donc, je vous dirais, oui, j'aimerais bien ça aller vous voir aussi, mais déjà la semaine prochaine, tous mes matins, tous mes après-midi, tous mes soirs sont pris, puis mes samedis aussi. Et puis le dimanche, ben, comme je vais à la messe, je ne peux pas faire d'autre chose. J'ai une deuxième question. Ce que j'ai cru entendre de votre part, c'est que ce ne sont pas tous les évêques qui gèrent les églises de la même façon, la disposition des églises. Souvent, ce que j'ai cru voir, moi, sur mon territoire, c'est qu'on gère comme un bien communautaire tant qu'on a besoin d'argent et qu'il y a des activités, mais on gère comme un bien privé quand vient le temps de vendre. Et à ce moment-là, souvent, on ne vend pas à 1 $, mais plutôt on essaie d'en faire une vente qui rapporte économiquement pour la survie là, de la communauté. Donc, est-ce qu'il y a des arguments ou en tout cas, où est-ce qu'on en est là-dedans au Québec? Là? Est-ce que l'ensemble des évêques, parce que souvent c'est la décision de l'évêque là, dans chacune des municipalités, des diocèses, oui, c'est ça.
Donc, la question, moi, on règle ça par... Bon, ma première vocation, ça paraît peut-être pas, là, mais je suis quand même historien d'architecture. Et ma première réponse vient de l'histoire, c'est-à-dire qu'on peut, en revisitant l'histoire du lieu, clairement établir que c'est une fondation qui a été suscitée par le milieu, qui s'est faite avec des choses, des terrains qui ont été donnés, et ainsi de suite. Bon. Ça désamorce des débats sur... Parce qu'avec la fusion des paroisses, on se retrouve dans des situations bizarres où une municipalité qui s'est fendue en quatre pour se construire une église a été assimilée à une paroisse voisine qui a hérité des biens. Et là, c'est la paroisse voisine qui essaye de vendre à fort prix à la paroisse d'origine son propre bien. Donc là, il y a moyen de discuter un petit peu. Là, puis, mais vous avez raison, la situation diffère d'évêché en évêché. Je pense qu'un des cas exemplaires au Québec, c'est le diocèse de Québec. Là. Et ça, c'est parce qu'il y a Rémi Gagnon, puis il y a quelques personnes qui ont une tête sur les épaules, qui ont vu venir, qui comprennent, et donc où ça va assez bien. Mais notre diocèse, on travaille avec le diocèse de Valleyfield, ils sont tout à fait exemplaires en reconnaissant que la survie de l'Église au service de la collectivité est un avantage à long terme aussi pour l'Église, parce que ça permet, disons, de garder en partie l'Église ouverte au culte, encore que l'évêque dit, ben, écoutez, je ne suis pas pour fermer toutes les paroisses pour ensuite les réouvrir sous un autre nom, que ça s'appelle chapelle ou autre chose. Là. Donc, il faut être réaliste. La conversion des églises n'augmente pas le nombre de vocations, puis le personnel des diocèses. Mais et ça varie. Alors, il y a encore des diocèses qui ont l'impression que c'est pas les diocèses, hein, c'est l'évêque ou le diocèse va être beaucoup plus sensible au transfert du bien. Mais il y a beaucoup de paroissiens de marguilliers qui ont une âme marchande. Là. Et c'est quand même avec les marguilliers qu'on discute. Hein? Et souvent, c'est le diocèse qui les rappelle un peu à l'ordre. En disant, écoutez, oui, vous pourriez avoir 400 000 $ d'une congrégation copte, mais je pense quand même que pour les gens de la paroisse, ça serait mieux que ça reste entre leurs mains. Et donc, ils sont plus sensibles. Mais il faut qu'il y ait un dialogue avec les trois, puis il faut respecter l'autorité. Je veux dire, l'évêque n'aime pas qu'on annonce la fermeture des églises, c'est son privilège. Donc, on travaille un peu dans cet horizon-là, même si on reçoit des demandes des paroisses. Moi, mon deal, c'est que, je veux dire, à 2 $, je suis moins là. Je mets beaucoup d'énergie là-dedans. C'est un service aux collectivités de l'UQAM. On va chercher des fonds publics pour faire ça. On va chercher des fonds municipaux. On n'est pas là pour une cause marchande. Je prends l'exemple de Baie-Saint-Paul, je trouve ça remarquable. J'ai travaillé avec les Petites Sœurs de Bon Conseil à Chicoutimi. On a fait un projet communautaire, Maison des archives et du patrimoine. Et un beau matin, il y a un promoteur qui est arrivé. J'ai dit, écoutez, vous choisissez, là, c'est l'un ou l'autre. Moi, c'est communautaire. Dès que c'est commercial, je ne suis plus là. Les promoteurs, là, je suis capable de travailler avec un promoteur, puis ça va très vite, ça va bien, il y a de l'argent pour développer le projet, il achète le truc, ça dure 8 mois, puis c'est réglé. Mais moi, ce n'est pas mon truc. Je n'ai pas à mettre de l'argent de l'UQAM et des fonds de recherche au service de l'enrichissement d'un particulier ou d'un groupe particulier. Donc, en restant sous ce cap-là, ben, j'arrive à défendre très facilement le 1 $. En disant, écoutez, on va vous donner un service pendant un an et demi à vous accompagner, on va vous trouver de l'aide. Ça va nous coûter en fonds publics 45, 50, 60 000 $ pour vous aider. Ce n'est pas pour que ça aille dans les poches de quelqu'un. C'est pour que ça reste au service de la collectivité. Okay. Dans les évêchés, on a en général une bonne écoute, mais les marguilliers, mais eux aussi, ils s'élisent, ils changent tous les ans aussi. Bon, très bien. Merci. D'autres questions? Oui, alors on va aller vers vous. J'ai déjà le micro, peut-être que je pourrais me lancer. Allez-y, excusez-moi, je ne l'avais pas vu. Allez-y. Allô. Marc-Antoine Fortin, moi je suis résident de Sainte-Anne-de-Beaupré. En fait, je vois un peu tout ce qui se dit ici, puis je trouve ça très intéressant. Puis des fois, j'ai l'impression que ce qui se fait chez moi, c'est un peu le contraire de tout ce qui se dit. En fait, il y a un monastère qui a été vendu à 1 $, un promoteur immobilier qui, comme vous avez dit, il ne faut pas que les gens s'enrichissent sur ça, mais qui a défoncé les murs pour sortir le cuivre, arraché les clochers, il laisse les trappes du toit ouvertes pour que l'eau s'infiltre. Donc, on voit un peu que le patrimoine ne lui tient peut-être pas à cœur. Et puis, je suis allé à ma ville pour en parler au maire. On me dit que c'est compliqué, que ça coûte cher.
Pourtant, il y a des clauses dans l'acte d'achat pour protéger le patrimoine. C'est cité patrimoniale. Il y a plusieurs choses qui sont en place. Puis j'ai appelé au ministère de la Culture. On me dit que c'est la municipalité qui peut faire quelque chose. Donc, ben là, c'est ça. Moi, je me retrouve probablement que la concertation, c'est la prochaine étape. Et puis, je vais sûrement utiliser mon devoir de citoyen responsable puis essayer d'amener quelque chose. Mais entre-temps, comment je fais pour faire que les fenêtres soient fermées, que les trappes du toit soient fermées? Y a-t-il des moyens qui s'offrent à moi pour essayer de sauver au moins un peu pour l'hiver, mettons, ce bâtiment-là? Merci. Bon, qui veut répondre? Bien, à part aller fermer vous-même les fenêtres, oui, bon. Non, mais c'est l'idée du message qu'on veut lancer où quand le projet provient d'une mobilisation citoyenne ou d'une concertation des différents groupes, il y a toutes les chances possibles de réussir. Quand c'est fait comme ça, avec différentes étapes qui, des fois, sont un peu erronées ou rapides ou mercantiles, c'est ce qui fait que ça amène certaines frustrations dans des couches de population ou d'autres. Malheureusement, à part utiliser votre droit citoyen, là, je ne connais pas toutes les réglementations municipales de votre coin, mais il n'y a pas autre chose que de, justement, sensibiliser les différents intervenants. Et c'est plate à dire ce que je vais dire, mais s'il n'y a personne dans la communauté qui est sensible à la sauvegarde de ce bâtiment-là, où il n'y a pas un groupe de citoyens assez significatif, c'est que pour les gens du coin, ce n'est pas important. Il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte dans l'adéquation. Il n'y a pas tout à garder. Il faut faire des choix, et parfois des choix sont difficiles à faire, mais il y a aussi des erreurs qui sont faites, puis il y a des étapes qui sont faites de façon... des choses qui sont faites de façon tout croche. Là. Je sais pas si... Il y a besoin d'amis, là. Faites circuler une feuille, on va la signer. Une petite feuille. Voilà, une page Facebook. D'accord, très bien. D'autres questions? Il y en a plusieurs là. Oui. Ah, oui, allez-y. Bon, là, je ne sais pas si le microphone fonctionne. On vous entend bien? OK, oui. OK, parfait. OK, là, ça va. OK, je suis Nevin Humphrey de le diocèse de Gatineau, mais avant, j'habitais la MRC de Bellechasse. Je travaillais même pour la MRC. Juste une expérience que j'ai eue. Je faisais l'inventaire religieux, incluant les croix de chemin. Là, à l'époque, j'appelais le monde, j'appelais les hôtels-villes, j'ai tout appelé. Il y en a qui disent, les croix de chemin, on en a des croix de chemin. Même il y en a qui me dit, pourquoi vous venez pas ici et me dire, les compter pour nous autres, les croix de chemin? Ouais, comme si je suis capable de conduire un char, moi, pour y aller, moi, là. Alors, est-ce que vous continuez à avoir des problèmes du monde qui sont, comment dire, des municipalités qui n'ont pas de l'air à vraiment, on va le dire, là, qui répondent bêtement, comme s'ils ne savaient pas ce qui se passait dans leur propre municipalité côté patrimoine? Je demande ça à M. Royal. Il y en a beaucoup, effectivement. Là. Le travail de sensibilisation, c'est un travail qui est de longue haleine. Là. Le patrimoine, que ce soit le patrimoine mobilier, matériel ou immatériel, ce n'est pas un dossier qui se règle de façon facile. Et souvent, malheureusement, pour les élus, c'est des sommes d'argent, c'est des coûts, c'est des problèmes plus qu'une solution. Donc, encore une fois, c'est un travail de sensibilisation. C'est un travail de longue haleine, c'est un travail de concertation, c'est de rassembler des gens autour de la cause pour éventuellement faire passer le message que c'est quelque chose qui est important pour le groupe de citoyens. Encore une fois, si le groupe de citoyens considère que la sauvegarde des croix de chemin de leur territoire, ce n'est pas important, vous n'aurez jamais un sou du politique pour faire avancer le dossier. Très bien. Parfait, merci. On poursuit devant. Alors. OK. Oui, on vous écoute. Bonjour, Émilie Vézinadoré, directrice générale d'Action Patrimoine. Moi, j'ai une question pour M. Royal, parce que bon, vous mentionnez l'importance d'avoir un milieu sensibilisé, puis c'est le point de départ pour avoir une mobilisation puis débuter un projet. Mais quel peut être le rôle du conseil, justement, dans cette étape de sensibilisation? Moi, j'ai en tête le cas d'Issoudun. Notre organisme a pris position par rapport à ce cas-là, où est-ce que
l'église s'est retrouvée avec les clochers rasés. On a discuté avec la municipalité. La mairesse a fait son propre PIA. Elle a cité le bâtiment, elle ne sait plus trop quoi faire. Puis quand elle a demandé au conseil municipal puis aux citoyens qu'est-ce qu'ils voulaient faire avec l'église, ils ont voté là, à plus de 90 % contre l'achat de l'église par la municipalité, mais parce qu'ils n'ont pas vu tout ce qu'on a vu aujourd'hui, puis pendant les 2 derniers jours, justement, des projets qui font rêver, comme M. Nopen parlait, des visuels, ça parle de voir les précédents, mais qu'il faut que quelqu'un prenne le temps de le faire, parce que là, les gens, tout ce qu'ils voient de la municipalité, c'est une hausse de taxes, puis l'incapacité, dans le fond, de la municipalité à acquérir puis réparer l'église. Bien, écoutez, c'est vrai que, comme M. Nopen le disait, on est une équipe de 300-400 personnes au Conseil du patrimoine religieux, là, donc on a des spécialistes partout sur le territoire. Non, je pense que l'idée, c'est d'avoir le réflexe de téléphoner au CPRQ. Là, évidemment, c'est pas moi qui est à tous les jours au bureau, hein, c'est Jocelyn, c'est Denis, c'est toute l'équipe. Mais je pense que le CPRQ a un rôle de conseil. Des projets, on en a vu passer, on en a vu plusieurs, et je pense qu'on peut accompagner les municipalités justement à leur présenter des cas concrets, à voir avec eux la démarche, et justement à leur présenter le fait que quand cette démarche-là est faite dans les bonnes étapes, avec tous les intervenants autour de la table, il y a toutes les chances de réussite possibles parce qu'on va mettre les chances de notre côté, puis on va surtout répondre à un besoin réel de la communauté. Et là, actuellement, on agit dans l'urgence. Là, on ne sait pas quoi faire. Il faut sauver l'église. Ah non, il y a un promoteur qui va acheter le cuivre, l'autre qui veut récupérer pour faire une salle de bingo. Là, c'est la mobilisation citoyenne se met dans le lot, mais en même temps, les citoyens ne savent pas pourquoi ils manifestent, mais il ne faut pas toucher à notre église. Puis là, le bordel pogne généralement. Appelez au CP. On n'a pas la solution à tous les projets. Et ce qu'on dit tout le temps, c'est qu'il n'y a pas un modèle unique au Québec qui va être calqué. On ne transformera pas toutes les églises en musées. De toute façon, je ne veux pas des compétiteurs. Fait qu'à un moment donné, il ne faut pas qu'il y en ait trop. Ça ne peut pas être toutes non plus des bibliothèques. Ça ne peut pas être toutes des salles de spectacle non plus. On ne peut pas inonder le territoire. S'il y a déjà sur votre territoire une salle communautaire qui fonctionne bien, vous n'allez pas aller ouvrir une salle communautaire avec votre église. Vous allez faire autre chose avec le projet. Mais les gens au CPRQ, et c'est ce réflexe-là aussi qu'on veut amener avec les présentations comme on fait aujourd'hui, de dire, prenez donc le réflexe de téléphoner au conseil, essayez de parler là de votre projet, parler des difficultés. Il y a des cas, on en a vu tellement là, qu'on pourrait dire « Ah oui, ça c'est comme dans telle municipalité, on est passé par telle et telle étape, on va vous conseiller. » Jocelyn a un compte de kilométrage hallucinant. Il se promène partout dans la province pour justement essayer d'accompagner les communautés. Et oui, c'est important de sauver les A, les B, les C. On ne donne pas d'argent pour les D, les E, là. C'est pas ça que je vous annonce, là. Mais on est capable d'accompagner puis de vous dire qu'est-ce qui pourrait être fait, quelle démarche qui pourrait être faite. Et on le voit dans les cas qu'on publie, dans ce qu'on vous montre, quand le projet émane de la communauté, il fonctionne. Et c'est accepté par tout le monde. Mais dès que c'est un promoteur privé, dès que c'est quelqu'un tout seul, ça ne marche jamais. Et l'Église, ça ne fonctionne pas. Donc, on n'a pas la réponse à toutes les questions, mais prenez le réflexe de téléphoner au conseil pour justement, ça le dit, conseil. On va vous conseiller dans la démarche. D'accord. M. Filion voulait ajouter quelque chose. Je n'ai pas besoin de l'ouvrir, ça va? Oui. Bon, je fais du surf sur votre promoteur privé, là. Ce que je trouvais admirable dans Baie-Saint-Paul, mais c'est vrai que chaque cas est unique, là, pour essayer d'aller le plus loin possible. Pardon, seul. Ce que je trouve admirable de la communauté là-bas, c'est que malgré son état d'essoufflement un peu, là, de garder à bout de bras ce patrimoine, je pense qu'ils ont mis 10 millions de dollars pour l'entretien là, au cours des 10 dernières années pour maintenir les bâtiments. Alors, c'est un patrimoine collectif qu'elle soutienne. L'idée du jardin, là, c'est un terrain qui vaut beaucoup d'argent. Il l'a offert à la Ville pour $1. Là, la Ville nous a demandé de constituer un fonds en fiducie pour avoir de l'argent pour l'entretenir à perpétuité. Bon, la présence du jardin, le bon état de certains des bâtiments, la valeur historique et patrimoniale relative de ça par rapport à l'endroit où c'est. Là, je comprends qu'à un certain âge, on dise, bien là, regarde, là, je ne veux pas m'embarquer dans une autre démarche de 20 ans. Alors, on tente une expérience en allant en appel de proposition. C'est que là, on dit,
On va demander à des gens, c'est ce que j'appelle l'appel à tous, là. On va aller sur appel de proposition, on va demander à des gens qui font du développement immobilier, parce que je dois le dire, là, avec Mario Dufour, on a tout essayé. Vendre l'infirmerie à une coopérative de médecins, regrouper les organismes sociaux communautaires dans la vieille partie, mettre un musée dans la chapelle ou une salle d'audition. Mais pendant 5 ans, là, des démarches ont été faites dans ce sens-là et ça n'a rien donné. Donc, c'est toujours la question, est-ce qu'on abandonne? On n'abandonne pas, mais on essaye autre chose. Et je pense que ça pourrait être une formule gagnante. Mais là, vous allez voir où ça nous mène. C'est vraiment un petit peu ahurissant. C'est qu'en disant on va aller en appel de proposition, ce n'est pas un bâtiment qu'on vend, là, parce qu'on regarde le prix que les couvents se vendent, les ensembles conventuels, là, il n'y a pas beaucoup, parce que les gens vont dire c'est le prix que ça vaut, moins le coût de démolition, de recyclage, donc ça ne vaut rien. Alors, puis, Baie-Saint-Paul perd son monument. Alors là, c'est d'essayer de mettre des entreprises, plusieurs ou un consortium, puis de dire, nous, on serait intéressé à acheter ça, à recycler ce qui doit être recyclé, à restaurer ce qui doit être restauré, parce qu'il y a des conditions très strictes dans l'appel de proposition. Et, bien sûr, le parc et le lien vers le fleuve vont rester à perpétuité dans les titres de propriété. Personne ne peut revendre le jardin pour faire des blocs appartements. Donc, il y a une espèce de génétique là, du plan d'aménagement du centre-ville de Baie-Saint-Paul qui est inscrite là, dans les démarches à venir, et un jury indépendant va regarder les propositions. Mais si à la fin, il n'y a personne qui se montre intéressé, et je vais vous donner une idée de l'échelle de la difficulté. J'ai discuté, pas confidentiellement, là, mais avec Daniel Gauthier la semaine passée pendant 1 heure. Et on essayait de voir un peu comment trouver des solutions, parce que lui, il a mis beaucoup d'argent. Dans Charlevoix, il y a le centre Le Massif, il y a le train, il y a l'hôtel. Et le rendement n'est pas toujours au rendez-vous, évidemment, là, parce que à chaque fois qu'on sort un train comme ça, il y a des déficits. Alors là, c'est vraiment une question de développement économique. Alors je lui demandais où en étaient les démarches avec le Club Med. On me dit que c'est toujours en fonction. Mais la question qu'il va falloir se poser, puis ce qu'on a remarqué, c'est que chacun y va pour soi. Alors là, il faut fédérer. Le CLD, on ne l'a plus. La CRE, on ne l'a plus. Alors là, il faut ramasser, là, le rapailler, comme dirait l'autre, les événements qui restent, les gens intéressés. Mais on a quelque chose de puissant à Baie-Saint-Paul, c'est qu'on sait que toute la population, là, ceux qui disent rien, c'est parce qu'il n'y a pas d'opposition d'aucune façon. Donc, il y a une démarche très démocratique, très populaire. Les gens veulent garder le paysage, veulent garder les bâtiments, mais ils ne veulent pas que ce soit vide, que ce soit vacant, ils ne veulent pas que ce soit détruit. Alors, vous voyez la complexité de l'affaire. Donc, on faisait un appel à tous. Là, on fait un appel au génie, même au niveau national. S'il fallait, on irait au niveau international. Mais il y a comme une concertation à faire d'un projet de développement économique pour Baie-Saint-Paul. C'est aussi simple et aussi compliqué que ça. Au lieu que le voisin nous envie puis dise « je m'en ferai moi, un écoquartier avant vous autres », on connaît ces situations-là. Puis là, il va nous gagner de vitesse. Ça, là, c'est fatal pour un projet. Il faut que ce soit vraiment un projet transparent, à négocier à l'ensemble de la communauté, puis mettre au service du patrimoine, du social, les capitaux qui veulent y être intéressés, que ce soit coopératifs, capitalistes, là, on va voir, mais avec un encadrement très rigoureux. Mais souhaitez-nous bonne chance. C'est un travail assez considérable, mais je pense que ça vaut le coup d'essayer avant de placarder. Monsieur Royal, vous vouliez réagir? Oui. En fait, vous savez, au Musée des religions Nicolette, souvent, là, j'ai des fabriques qui téléphonent en nous demandant « Avez-vous des vieilles vitrines? On va mettre ça dans l'entrée de l'église, on va mettre 3-4... » Puis là, non, arrêtez, là. Ça ne sauvera pas votre église. Vous êtes vous assis. C'est pas vrai là, que c'est la panacée, puis qu'il y a des visiteurs qui rentrent partout, puis que vous allez avoir du monde, puis maintenant, vos problèmes sont tous réglés. Et c'est ça qu'on essaie de changer comme réflexe. C'est peut-être la solution, mais avez-vous pris le temps de vous asseoir, regarder avec la communauté ce que sont vos réels besoins? Et c'est là, après ça, qu'on entame un travail de réflexion et qu'on se dit « Ah oui, OK, peut-être pas. Peut-être que c'est pas ça qu'on a besoin chez nous. » Et c'est ça, il faut qu'il y ait une concertation du milieu. Ça revient à qui de faire cet appel de projet-là, par exemple? Parce que dans ce cas-ci, la fabrique veut se départir rapidement de l'église, qui est en vente à 50 000 $ vente de feu pour bâtiment commercial. Il y a la municipalité, la mairesse a les mains liées parce que le conseil municipal a voté que la ville n'allait pas se mêler de ça. Ça fait 10 ans que l'église n'est pas entretenue parce que, justement, la fabrique veut s'en délaisser. La municipalité, même si le bâtiment est cité, leur seul levier, ça serait de saisir le bien, mais ils ne veulent pas le faire parce qu'ils ne veulent pas devenir propriétaires. Et là, les citoyens sont découragés parce qu'ils voient l'état
de l'église puis ils disent, il n'y a plus rien à faire avec ça. Fait que qui vient encadrer puis lancer un appel de projet alors que plus personne croit aux possibilités d'un bâtiment comme ça? C'est une question ouverte, là. Mais On pourra parler à la pause, là, mais effectivement, c'est là qu'on devient les nouveaux missionnaires du 21e siècle. C'est ça qu'on fait. Très bien. OK. Prochaine question. Oui, juste... Denis, dans le fond. Ah, d'accord. Excusez-moi, c'est parce que je vous vois pas, là. Allez-y, on vous écoute. Bessam Falla, Allez-y. Oui. Je vous remercie pour la qualité des interventions et de l'organisation. Et moi, les interventions que j'ai écoutées hier et l'intervention de ce matin de M. Luc Noppen me rappellent les approches de revitalisation urbaine intégrée, où la question de l'innovation sociale et de l'économie sociale est très présente. Et j'ai l'impression que c'est une porte d'entrée qui permet de maîtriser toute la démarche et, comme l'a illustré ce matin M. Luc Noppen, d'insérer la question de la mise en valeur du patrimoine de manière stratégique dans les contrats, dans des ententes assez verrouillées pour permettre une pérennité de ces interventions-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il me semble que 50% des activités autour de la préservation du patrimoine sont du registre de l'innovation sociale et de l'économie sociale qui, depuis quelques années, fait ses preuves et des travaux très intéressants qui permettent de décortiquer ces démarches depuis le lancement jusqu'à la concrétisation du projet. Ce qui nous guide, c'est cette idée qu'on constitue autour de... Vous savez, il y a 100 ans, 200 ans, quand les gens avaient une église, ils s'en occupaient, elle était belle, ils n'ont jamais parlé de patrimoine, mais c'en était un. Et c'est au moment, souvent, où les objets sont désaffectés, deviennent obsolètes, que l'on a ce cri collectif de patrimoine. Donc, on fabrique du patrimoine, de l'obsolescence d'un certain nombre des objets, et ensuite, on est condamné à trouver une solution si on veut continuer la vocation communautaire qui n'est plus là, parce qu'on avait une grande organisation ou quelques grandes organisations qui s'occupaient de tout ça et de façon remarquable. Et alors nous, on prend exemple sur un document qui nous aide beaucoup, par exemple récemment, c'est il y a quelques années, c'est la déclaration de Faro, qui est une déclaration européenne qui, dans le cadre européen, là, autorise les communautés. Mais évidemment, on est à des guerres en Croatie, puis ainsi de suite, qui autorise une communauté à revendiquer un patrimoine qui ne soit pas nécessairement symétrique avec un territoire national ou avec un territoire municipal, mais qui soit symétrique avec la communauté et son insertion dans le milieu. Et donc, c'est avec ça qu'on part. On dit aux gens, ben, vous êtes 804 ici, puis sur les 804, il y en a combien qui sont intéressés à l'Église? Puis ceux qui disent, ça ne nous intéresse pas, on dit, est-ce qu'on peut se revoir la semaine prochaine? On pourra faire une leçon sur l'Église. Et puis l'enseignement, c'est pas... parce que j'ai la conviction profonde et j'ai tous les exemples au monde pour vous montrer que l'entreprise privée, puis le système de propriété privée, puis l'entreprise capitaliste n'a pas intérêt et n'a pas à cœur le patrimoine comme peut le vouloir, le souhaiter la collectivité. Baie-Saint-Paul, c'est beau, hein, mais ce qui va arriver, c'est qu'ils n'arrivent pas à faire un écoquartier à Québec. Alors, ben, ils vont en faire un à Baie-Saint-Paul. Voyons donc. Alors... Ce qui va arriver, c'est que là, le promoteur... Faut être optimiste. Là, on a préparé le terrain. On a pris un grand domaine. On enlève une partie, on fait un parc. Ce qui veut dire que la charge municipale, les taxes municipales, par unité de logement baissent. Jean-Claude Marsan vous le dira à Montréal, c'est ça. Quand on achète un couvent, le problème, c'est que le parc est trop grand. On ne peut pas diviser sa superficie par le nombre de condos. Donc, le promoteur veut remplir la cour. Comme Baie-Saint-Paul dirait non, ben, on donne le parc à des fins publiques. Ce qui libère ensuite la contrainte de la densification. Ça reste un territoire plus réduit. Ensuite, on fait un projet magique. Qui peut être contre un écoquartier? Levez la main. Tout le monde veut ça. Sauf que quand ça commence, on dit après, ben, le marché n'est pas fort, ça ne marche pas très bien, puis on n'arrive pas à vendre les condos. Et puis donc, on va faire le projet au départ, mais avec un projet privé. Puis vous savez, cette histoire de poubelle centrale puis de récupération des eaux, c'est un peu coûteux. Là. On peut-tu baisser ça un petit peu? On arrive avec des logements privés, des espèces de baies en ville pour des gens qui vont faire du ski. Puis tout ça, ça se fait au détriment de la collectivité qui avait pris ce domaine comme un bien collectif. Puis c'est sûr que
Je travaille avec des congrégations religieuses à Chicoutimi, ailleurs, sur des grands couvents. Quand on a 500 000 pieds carrés dans un univers où il n'y a pas de demande, il n'y a pas de pression immobilière, il n'y a personne qui veut habiter un édifice à condo à Chicoutimi, là. Pour 300 000 $, tu as la plus belle maison, puis tu as un chalet en plus. Fait que pourquoi est-ce qu'ils essaient s'acheter un condo à 400 000 $, même si la vue est imprenable? Donc, il y a des conditions de marché tout à fait différentes. Alors, on fait des projets collectifs, mais il faut convaincre, dans ce cas-là, on a convaincu BNQ d'être le principal locataire d'un édifice et que ça devienne son dépôt d'archives régional. Bon, un bail avec BNQ, c'est un levier de développement. Après ça, toutes sortes d'organismes. Puis même le maire Tremblay, tout le monde rit du maire Tremblay, mais bon, il y a une façade politique pour attirer les voix, mais c'est un gars plus intelligent que la bombe, je pense, mais en tout cas. Mais, je veux dire, on arrive à faire du millage parce qu'il y a des organismes culturels, la ville les appuie, puis ainsi de suite, mais ça prend du temps. Mais s'il y a de l'argent à faire avec le monastère du Bon Conseil à Chicoutimi, ce sont les sœurs du Bon Conseil qui vont le faire et pas un promoteur. D'accord. Et ça, c'est la crotte sous le cœur, là. C'est qu'il y a de l'argent à faire avec ces biens-là. Puis ce ne sont pas les religieuses qui arrivent à le faire. On les condamne à traiter avec un promoteur qui part avec le cash. Quand ça ne va pas bien, c'est la mémoire des religieuses qui disparaît dans les transactions financières. D'accord. Et ça, c'est d'une tristesse, c'est lamentable. On va poursuivre. On a quelques questions encore. On a quelques minutes. Alors, rapidement, le prochain au micro, on vous écoute. Oui, bien, alors Paul Maquet, moi je me réjouis, c'est ça, de l'implication grandissante des municipalités dans le dossier du patrimoine. Ça me rappelle à mémoire, c'est ça, que le ministère de la Culture avait fait un sondage il y a environ 10 ans, c'est ça, pour demander comment on devrait modifier les pratiques d'alors. Moi, je me souviens d'avoir répondu, c'est ça que ça prenait l'implication des municipalités. Mais ce sondage-là n'a jamais été publié. Là, je me dis, si on se préoccupe des archives, de comment ça s'est modifié l'approche au Québec, est-ce qu'il y a quelqu'un, c'est ça, qui est au courant de ce sondage-là, puis est-ce qu'il y a moyen de le rendre public? Je pense qu'au point de vue archives, ce serait intéressant. Je ne sais pas. Non, je pourrais pas. Malheureusement, ça ne me dit absolument rien, donc je ne pourrais pas... On va faire un téléphone. On vous revient là-dessus. Prochaine question, ici en bas. Oui. Bon, écoutez, il y a quelques années, en fait, lors d'un colloque, on s'était posé beaucoup de questions sur les propriétés là, des églises en particulier. Puis on se butait à la loi sur les fabriques qui fait en sorte que chacune de ces églises-là appartient à un conseil de fabrique. Aujourd'hui, les fabriques sont agrandies, mais dans ce contexte-là, je suis particulièrement fasciné de l'approche de M. Nopen, cette formation-là d'une fiducie qui peut regrouper à ce moment-là beaucoup de bâtiments exceptionnels. Vous sembliez la limiter là, comme grosseur, première question. Et la deuxième, en fait, est-ce que le conseil pourrait devenir là, le maître d'œuvre de ces fiducies et en prendre une certaine charge? Écoutez, les fiducies, on peut dire, on fait une fiducie puis on va régler tous nos problèmes. C'est pas vrai, parce que la question qui paye pour ça va toujours revenir. Donc, l'idée de faire une fiducie, c'est que d'abord, pour faire une fiducie, il faut qu'il y ait un constituant. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui donne un bien dont tu veux assurer la pérennité au-delà de sa gestion. Il sait qu'il ne sera plus là. Donc, ça peut être le diocèse, la paroisse, ça peut être une congrégation religieuse. On a vu ça avec les Augustines à Québec, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est le point de départ. Mais la fiducie a quand même besoin d'argent. Comme on n'est pas des Hollandais, on sait qu'on va avoir besoin d'un petit peu de fonds publics parce que, en s'occupant des églises précieuses, on remplit un mandat national. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a décidé qu'on avait des églises précieuses, qu'on allait les classer, puis qu'il fallait les protéger. Donc là, il y a comme une obligation de résultat. On est condamné à sauver ces églises, à travailler avec. Donc, trouvons une solution qui fasse l'affaire de tout le monde, autant qu'il soit à la hauteur des capacités des régions, donc des capacités locales et régionales, mais qui soit aussi à la capacité de l'État, qui soit c'est une compétence provinciale, mais il peut y avoir de l'aide fédérale là-dedans. Et alors là, la fiducie, nous, notre modèle de fiducie, c'est que on collectionne les églises précieuses. Donc, mettons, dans notre cas, le diocèse de Valleyfield céderait 3 ou peut-être 4 églises à la fiducie, en disant que ce sont des bâtiments qui ont une valeur d'usage économique à peu près nulle.
C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer à Saint-Michel-de-Vaudreuil d'enlever les bancs puis de se mettre à faire toutes sortes de choses là-dedans. Donc, c'est une église à visiter. On peut faire un petit peu de belle musique, mais ça ajoute à la dépense. Là. Ça ne crée pas des revenus pour réparer le clocher. Donc, les frais d'entretien, le coût d'opération d'une église comme ça, le coût patrimoine est d'à peu près 150 000 $. Donc, on dirait, ces 150 000 $, ils seraient à charge de la fiducie, mais qu'elle serait aidée à hauteur de 50 % par les pouvoirs nationaux, parce que c'est une église classée. Ce qui veut donc dire que plus on multiplie le nombre d'églises dans la fiducie par le 75 000 $ qui est le 50 % du bout, ben, ça donne un budget. Alors là, le ministère, on le dit, ben, à ceux qui ne sont plus là, puis d'autres qu'on va peut-être revoir, puis, on leur dit, écoutez, multipliez le nombre de budgets d'opération, la moitié à la région, la moitié au national, et puis ça donne un budget, et vous pouvez garder le droit d'entrée. C'est-à-dire que vous pouvez décréter que vous n'aidez que les églises qui sont dans une fiducie, mais le droit d'entrée d'une fiducie, c'est d'être classé. Et ça, le ministère, donc, peut contrôler et verrouiller la porte en disant, j'en prends 10 de plus, ou j'arrête ça là, ou bon, etc. Ou je modifie les conditions. C'est plus 50-50, mais c'est 40-60, auquel cas, je peux en ajouter un certain nombre. Donc, il y a une mécanique. Mais il faut trouver un processus, un régime de propriété nationale qui permet à l'État d'intervenir de façon symétrique. Et donc d'avoir un programme d'aide. Comme il y a un programme d'aide à la restauration actuellement, bien, il y aurait un programme d'aide aux fiducies. Okay. La question, est-ce que le Conseil du patrimoine peut faire ça? Le Conseil du patrimoine, il peut faire tout ce qu'il veut. On le pousse dans le dos depuis longtemps, puis ça avance. Mais c'est comme disait mon recteur, c'est une grande dame qui avance à petits pas. Alors, il faut juste savoir si la situation n'exige pas une espèce d'accélération. Moi, je vois notre plan Église, là, je le vois par un organisme qui serait un genre de conseil revisité, agrandi, et qui fonctionnerait à travers le Québec. Mais ça presse. Mais quand je vous entends, en fait, c'est parce que je me dis la solution idéale, mon dos, c'est que tous les monuments classés historiques là, se retrouvent dans une telle fiducie. Et encore là, ben, à 50 % c'est l'État qui prend en charge. 50 % l'État, 50 % les régions. Bon, allez vous asseoir avec la ministre, puis que ça se signe rapidement, ce truc-là. Là. Mais... Oui, mais attention, là, elle va me dire, oui, mais qu'en pensent les gens dans tel diocèse? Qu'en pense l'évêque, l'archevêque de Montréal? Etc. Donc, on est loin d'avoir une concertation qui ferait que la ministre dirait « j'y vais ». Si on lui montre qu'on fait ça d'une région et qu'on prépare les documents pour qu'ils soient crédibles, puis ensuite qu'il y a un accélérateur de ça, mais je ne vois pas de fiducie avant 10 ans, là. Alors, donc, on a encore un peu de souffrance en vue. Oui, bon, je sais que M. Filion, vous vouliez réagir. Là, on est à quelques secondes de la fin. Je sais qu'il y a une dernière question à prendre. Alors, on est capable de faire ça rapidement? Allons-y. Simplement, je fais du sort sur la remarque de mon ami Luc. Là. C'est très inspirant, Luc, ce que vous faites, ce que vous dites, mais il y a une chose qu'on ne voulait pas faire, c'est de dire, venez nous aider, on n'est pas capable de solutionner notre problème, on va aller le plus loin possible ce qu'on peut faire. On voit là, par la fiducie, c'était une suggestion en commission parlementaire unanime des 3 partis de créer une fiducie du patrimoine religieux, puis finalement, ça n'a jamais eu de naissance. Quand on voit la grosseur, on dit loin de moi ce calice, quand on voit les financements, puis tout ça. Mais il reste que dans la vraie vie, là, on détruit peut-être, je ne sais pas, 50 églises par année. On peut arriver à des chiffres aussi. Oh, pardon, on peut arriver à des chiffres assez affreux. Alors, le point de vue qu'on prend, puis c'est un projet parmi 200, c'est d'essayer de garder le contrôle en ayant un support très, très fort de la population, en ayant approché tout le milieu communautaire et social qui est incapable, tant au niveau de la gestion que du financement, de prendre le relais de la communauté. Si on ne fait rien, tout va s'écrouler avec le temps. Alors, donc, c'est une tentative de plus. On a l'appui du conseil municipal, un plan d'ensemble, un bâtiment encore en bon état pour quelques années. C'est de faire un appel à tous au niveau du capital privé, entre autres, puis du coopératif, des mouvements, pour essayer de constituer une entité administrative qui pourrait prendre ça en charge. Et il y a 3 volets. Il y a la restauration. Et la restauration, nous, on n'est pas un bien classé là, national. Donc, il faut qu'on trouve autre chose. Il faut fédérer les fédérations comme Desjardins, les capitaux, les caisses d'économie, pour essayer de monter un projet. Mais pour faire un projet, il faut qu'il y ait un consensus social, puis il faut qu'il y ait une rentabilité fiscale et politique et sociale.
Alors, dans ce sens-là, on s'est inséré dans le plan d'urbanisme, dans le plan d'aménagement. Puis là, comme tu disais tantôt, on va avoir un nouvel allié avec M. Trudeau. On parle du sommet de la Terre, on parle des changements climatiques. Or, personne ne réalise que la principale solution à la lutte au changement climatique, c'est notre forme d'occupation du territoire plus raisonnable. Là, on a une opportunité de mettre entre 100 et 200 logements dans le centre de Baie-Saint-Paul. Tout le monde peut marcher à pied. Tout le monde peut ne même pas avoir de voiture, bicyclette. On répond à 100 % à ces critères-là. On est à côté de l'hôpital, on est à côté de la rue principale, on est dedans, on est sur la source d'eau potable, pas de tuyaux. Vous voyez comment ça coûte, l'étalement urbain, là? On pourrait justifier, comme société, la différence entre construire au bon endroit, là, sauver un projet. Et on avait en tête, entre autres, par exemple, le projet des usines Angus, où on a restauré, recyclé, construit du neuf. Bon, j'y vais assez régulièrement, j'ai des amis qui habitent là, et on voit que c'est un projet qui est mieux là qu'à 10 km ou 30 km plus loin. Là. Alors, c'est un peu la stratégie d'ensemble. Ne refusons pas une nouvelle idée, mais n'en perdons pas le contrôle. Bon, alors avant que je perde le contrôle, Marie-Josée, je te cède la parole très, très rapidement, s'il vous plaît. Oui, je vais être très, très pratique. En tant qu'architecte spécialisée en patrimoine, Marie-Josée Deschênes, architecte, on se connaît tous. J'avais une question très importante. Comment les communautés peuvent avoir de l'argent pour engager des professionnels pour les aider à monter leurs projets? À l'expérience, là, nous, on aide à faire du développement, puis on assiste les municipalités ou les congrégations religieuses éventuellement à aller un petit peu plus loin, puis après, ils trouvent assez facilement, parce que dès qu'il y a un projet, il y a de l'argent pour le projet. Et dans l'argent projet, il y a de l'argent pour les professionnels en architecture, en ingénieur, etc. Oui, mais c'est pas tout le monde qui peut travailler avec le CNOPEN, là. Je veux dire, vous êtes dans une université, mais si nous, dans le privé, on veut aider les gens, comment ils peuvent nous engager? C'est ça la question. Bien, il y a des bureaux qui réussissent. On a Ron Rayside à Montréal, qui est un des grands acteurs dans le domaine. Bien, évidemment, il ne peut pas faire tous les projets, mais il faut un certain nombre de projets. Mais, je veux dire, on a plusieurs de nos diplômés qui trouvent du travail. Mais c'est sûr que quand on va dans une situation, et ce qu'il faut débloquer, là, c'est que quand l'Église ferme, c'est qu'il n'y a plus d'argent. Puis quand on arrive en disant « ça va vous coûter 45 000 $ pour avoir quelques idées », bien non. Donc, il faut collectivement investir pour mettre au travail des gens qui permettent de démarrer cette affaire-là plutôt que de commencer à envoyer une facture. Et c'est ça qu'on fait. Donc, il faut un plan Église pour chaque région et que dans ce plan Église, on travaille soit avec des gens qui sont embauchés dans le plan Église, soit avec un bassin de ressources professionnelles qui sont délégués et dont les honoraires sont payés par un fonds collectif. Pour commencer, là. D'accord. Donc, on a dit dans chaque plan Église au début, quand on avait fait à Montréal, on avait dit que ça nous prend 200 000 $ par année. Puis à ce moment-là, on disait que ça nous prend des gens qui sont habiles en plan d'affaires, en architecture et ainsi de suite, parce qu'on ne peut pas envoyer une facture à une collectivité qui est dans la misère. OK. Monsieur Royal, juste en terminant. J'ai pas de solution miracle, mais effectivement, on a vécu un bouleversement avec les CRI, les CLD, tout ça qui sont partis. Mais vous savez que les politiciens aiment ça quand on arrive avec une solution à un problème qu'ils vont avoir. Donc, c'est justement de leur démontrer rapidement qu'il y a un problème qui s'en vient. C'est de leur faire la démonstration du problème, de combien ça va leur coûter, et que si on agit rapidement et là, ça va leur coûter beaucoup moins cher. Et c'est là que des fois, ils sont enclins à débloquer des fonds ou à aller chercher dans un pacte rural quelconque ou dans un financement, parce qu'on leur a fait la démonstration que si on attend trop longtemps, le problème qu'on a identifié et qu'ils sont conscients va leur coûter encore plus cher. Et c'est cette mécanique-là qu'il faut faire. D'accord. Écoutez, on doit interrompre. On aurait poursuivi ça avec beaucoup de plaisir. Je vous invite à prendre une très courte pause. Prenez des petits cafés. Là, on a 10 minutes. S'il vous plaît, à 11h15, on doit être ici pour la suite. Merci, à tout de suite.